Salut. Ça va? Alors, nous sommes 2 mois et demi après la dernière vidéo où on avait expliqué ce qu'on allait faire. Donc on a fait ce qu'on voulait faire. Ah, ça c'est pas mal, parce qu'en bateau c'est pas toujours le cas. Hein. Donc voilà, on est allé au Groenland, on a navigué au Groenland, les gars ont escaladé les montagnes du Groenland et on est revenu, le bateau en bon état et l'équipage en bonne santé. Bon, donc voilà, le job is done. Et puis surtout, bah voilà, on s'est éclaté, on s'est fait plaisir, on s'est senti bien, on s'est senti dans un bel échange, dans un beau partage, que ce soit entre nous ou même après à l'extérieur, en envoyant des petits mots, en faisant des photos et tout ça, des vidéos, mais dans une vraiment belle nature. En fait, cette partie-là du Groenland, c'est vraiment naviguer dans les Alpes, mais on met de l'eau dans les Alpes jusqu'à 2000 mètres, quoi, voilà, et puis on navigue là-dedans. Donc c'est des endroits ouais, assez impressionnants, assez rudes comme ça, des pics, des fjords, et en même temps, moi ce que j'aime bien c'est quand on y passe du temps, on y a quand même passé 2 mois, c'est pas assez, c'est jamais assez. Petit à petit on comprend, et petit à petit on a une familiarité avec les lieux, petit à petit on apprend cette mer, cette montagne, comment elle fonctionne, moi c'est ça qui m'intéresse. Et puis on va gratter un petit peu là où les cartes sont blanches, on va voir, on va rentrer dans des fjords où on ne sait pas si ça passe ou si ça passe pas. Donc voilà, on se fait notre histoire en fait, mais on l'a fait, moi ce que j'aime bien c'est qu'on l'a fait en fait d'une manière très cool quoi. Parce que on a un objectif, on a les choses qu'on a envie de faire, mais en même temps on sait que bah, c'est la nature qui décide et qui commande et que voilà, bah, on a envie de le faire, on le fait, et puis si jamais il faut faire autrement, bah, c'est pas grave parce que de toute façon c'est bien quoi. Ce qui est important c'est l'harmonie qu'on trouve entre nous, à bord, entre les marins et les alpinistes, et puis avec l'endroit où on est. Et être en connivence, quoi. Se sentir chez soi, je sais pas quel terme utiliser quoi. Mais c'est vrai que ben voilà, au bout d'un moment, on se sent là-bas chez soi. Quoi. Alors évidemment, moi je ne suis pas groenlandaise, mais ben, voilà, c'est un petit peu chez moi. Et je trouve que ça, c'est irremplaçable. Et ça peut s'acquérir que par le temps. Mais parce que pour moi, le temps, c'est la seule chose qu'on ait. C'est la seule chose qui a de la valeur. Et donc, donner du temps aux gens avec qui on veut passer du temps, donner du temps au lieu, pour trouver cette harmonie, ben, je trouve que c'est important. Donc Big Wall, Big Seas, ça a été finalement plus Big Wall que Big Seas, parce que dans la traversée aller comme dans la traversée retour, il n'y a finalement pas eu de grosses conditions de mer, on a eu plutôt des très belles transats. Donc ça a été vraiment une belle partie de plaisir. Et puis après, je crois que sur le côté Big Wall, on a été énormément rassasiés, on va dire, puisqu'on a pu faire beaucoup plus que tout ce qu'on voulait espérer. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans une espèce d'Eldorado avec vraiment énormément de choses à réaliser. Voilà, de nombreuses parois qui tombaient dans les fjords, qui étaient un peu des quêtes ultimes pour les alpinistes que nous étions. Et en fait, il y a eu donc ce premier objectif qui était l'objectif principal, qui est finalement venu en deuxième ascension, troisième même, puisqu'on a d'abord répété une voie sur un sommet satellite. Puis après, il y a eu cette très belle ouverture à ce qu'on appelle le Baroness, qui a duré à peu près 6 jours. Et puis finalement, là, on était un peu accoutumés, on était un peu habitués. Et là, on est parti vers le Torsukatak, parce que le Torsukatak, c'est donc cette face qui fait 1300 mètres, qui plonge dans les flots d'un seul jet, donc qui est quand même très impressionnante, puisqu'elle n'a pas d'équivalente dans les Alpes. Donc il a fallu aussi le temps d'apprivoiser cette face, de la regarder, de l'observer, de dessiner un éventuel itinéraire.
Et puis une fois qu'on est parti dedans, bah, finalement ça a été quelque chose de merveilleux, un voyage à la cime qui s'est déroulé d'une manière, je dirais, très fluide, puisqu'on n'aura mis que 8 jours aller-retour pour gravir toute cette paroi. Et puis ça a été, bah, je dirais, la complicité d'une belle cordée avec Enzo et puis Sibe, le troisième grimpeur. Ça a été une belle histoire d'amitié là-dedans aussi, qui nous a comblé au-delà de nos espérances. Donc là, on est arrivé, c'était quasiment la fin du mois de juillet, un peu avant, et on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on va faire, parce qu'il nous restait quasiment 3-4 semaines encore au Groenland, quoi. Parce que aussi, il faut imaginer que la météo au Groenland, contrairement un peu à l'imaginaire qu'on peut avoir dans nos têtes, c'était pas beaucoup de mauvais temps, c'était pas du gros froid, c'était au contraire des conditions très clémentes pour l'escalade, quoi. Donc on s'est tourné vers quelque chose qui s'appelle le Saftwall, qui est là vraiment un espèce de sphinx endormi qui présente une face lisse d'environ 900 mètres. Et sur cette face, voilà, on a ouvert 2 itinéraires de haute volée qui nous ont pris de nouveau quelques jours et qui sont un peu des grâles pour les alpinistes, des choses qu'on fait peut-être 1 ou 2 fois dans sa vie, tellement la ligne d'ascension est belle, élégante et directe, quoi. Il faut imaginer une fissure quasiment qui part du bas de la paroi et qui va jusqu'en haut, d'un seul tenant, avec les autres faces de la paroi qui sont complètement lisses et verticales, quoi. Donc là, il y a eu tout ça qui s'est passé, il y a eu tous ces enchaînements, je dirais, presque non-stop d'ascension. On s'est mis dans le rythme de la nature groenlandaise, c'est-à-dire que bah, les journées étaient très longues, il y a très peu de nuits, donc on a quand même beaucoup grimpé. Et puis après quoi, la météo finalement a un peu changé. Isabelle est venue nous récupérer avec le reste de l'équipage. Et là, comme la météo était un peu capricieuse, finalement, on n'est pas reparti dans de nouvelles ascensions. Et je dirais que ça a été le creuset de l'expé mer-montagne. C'est-à-dire que le bateau, il n'est pas là uniquement pour faire le taxi. Isabelle, elle n'est pas là uniquement pour nous emmener au pied des faces. Il y a aussi pour nous ce temps de l'amitié qui est aussi important et qui s'est traduit ben voilà, par des randonnées itinérantes ensemble. Vincent, le second d'Isabelle, qui est aussi un grimpeur, a fait beaucoup de blocs avec nous. C'était des moments simples, on a pêché, on a accueilli des myrtilles, on revenait un peu aux sources de la nature, on s'en nourrissait en quelque sorte. Et pour nous, ça a été du coup une très belle expérience, quoi. Donc Big Hole, Big Six, pour nous, ça a été une énorme cerise sur un énorme gâteau. Bah, moi j'ai beaucoup aimé retrouver Ada, c'est un bateau que j'avais déjà rencontré, bateau d'Isabelle. Bon, j'étais content de venir sur ce bateau pour le programme qui était en cours, c'est-à-dire naviguer avec des alpinistes. Ça m'a beaucoup plu. Après, dans le projet, j'étais super motivé. Et puis je suis super content d'avoir fait ça parce que ça s'est très bien passé. On a eu des navigations vraiment faciles, donc c'était super. Et puis arrivé au Groenland, j'ai découvert un paysage vraiment fabuleux. J'ai trouvé ça vraiment chouette comme paysage, ces grandes parois, ce vert. J'étais étonné par le manque d'animaux, mais par le manque, c'est pas forcément un manque, mais par le faible taux de présence animale. Après, j'ai trouvé des paysages grandioses. Et puis et après, j'ai aussi, il y a une fois qu'on a passé une première semaine sans Isabelle au début, où là, ça m'a fait plaisir aussi d'avoir le bateau sans Isabelle et puis de naviguer juste avec Dodd, Enzo et puis Loïc et Arnaud qui étaient là à ce moment-là. Et puis après, Isabelle est arrivée et puis je suis super content, ça s'est très bien passé entre nous deux. Donc on a passé 2 mois ensemble, vraiment sympa. On s'est bien relayé, ça c'était vraiment une bonne amitié. Enfin, je pense qu'il est en train de naître, j'espère que ça va durer. Et puis après, c'était sympa, c'était aussi les échanges avec les alpinistes, donc les déposes, voir un peu comment eux ils vivent cette aventure. Qui pour moi était quelque chose d'un peu nouveau, donc découvrir comment eux ils montent, comment ils vivent ce genre d'expédition sur place, de le voir, c'était intéressant. Et bon, j'aurais bien aimé grimper un peu avec eux, mais ça s'est pas produit, donc ça sera peut-être une autre fois. Et puis voilà, après on a fait un retour qui était aussi très facile, une navigation étonnante. Alors je m'attendais du portant, mais à ce qu'on fasse quasiment tout à traverser sur la route directe, c'est vraiment une surprise. Et puis
Et puis on a eu des conditions faciles et agréables. C'était toute expédition était agréable et c'était vraiment sympa. C'est une histoire qui a commencé il y a déjà 2 ans. On aurait dû venir au Groenland avec Lionel, etc. Isa, il y a 2 ans, il s'est pété la guibole ou le calcanéum là. Et du coup, ça a été repoussé à 1 an. Du coup, on est quand même parti l'année dernière sur un autre endroit, la côte Est. Et là, cette année, on est allé au Groenland Sud là. Il m'a prévenu en janvier, bon j'ai direct accepté, hein. C'était l'opportunité encore de faire un peu de bateau et de grimpe. Et après, on est parti du coup de Tron là, en Écosse. Ouais c'est ça, de Tron. On est arrivé en 15 jours et on s'est direct mis à grimper. Ce qui était chouette, c'est d'avoir vachement de temps. On a eu 2 mois cette année sur place, ce qui a permis de faire pas mal de trucs, plus que même que ce qu'on s'attendait à faire. Et voilà, hein. La bonne surprise, c'était la qualité surtout du caillou là, qui était bien meilleure encore que celle de la côte Est et de ce qu'on aurait pu penser trouver. Pas d'exploration à proprement dit, parce qu'en fait les endroits où on a grimpé avaient déjà été quand même bien parcourus, mais ça nous a quand même laissé la place encore de faire ce qu'on voulait dans les barres, enfin les côtés des parois, les centres, enfin il restait de la place. Et voilà, et après du coup on a pu faire un mois et demi de grimpe, les 15 derniers jours plus tranquilles, histoire de profiter un peu de l'endroit, moins beau temps. Et on a attaqué sur le retour qui nous a pris encore 15 jours. Du coup assez rapide, enfin ni rapide ni lent. Voilà. Après, naviguer au Groenland, c'est particulier. C'est aussi ça qui m'intéresse. Moi, je suis marin. Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'aller dans un endroit où il y a des objectifs de marin. C'est quoi un objectif de marin? C'est en apprendre sur des nouvelles situations. Et là-bas, entre la glace, éventuellement le mauvais temps, ou les phénomènes locaux qu'on ne connaît pas, entre les cartes un petit peu incertaines, entre plein de choses comme ça, entre la traversée qui est quand même pas rien, hein, parce qu'on traverse quand même la majeure partie du temps, on est entre 55 et 60 nord, qui sont quand même des coins pas super bien famés, on va dire, où il y a beaucoup de dépression et beaucoup de mauvais temps. Donc tout ça, c'est des objectifs. Et dans ces objectifs, en fait, le truc, c'est pas de chercher à se faire peur ou à se faire mal, surtout pas. Moi, s'il faut faire un détour de 500 000 pour éviter une dépression grave et dangereuse, j'ai aucun problème et je le ferai parce que c'est mon métier de marin de faire comme ça, parce que je veux avant tout la sécurité de mon équipage et de mon bateau. Mais c'est après essayer d'aller voir un petit peu, voilà, de s'aventurer un petit peu au-delà de ce qu'on connaît déjà. C'est ça qui permet d'en apprendre. Et ben voilà, on s'aventure, on se donne des degrés de liberté, on va voir un peu plus loin, on navigue dans des endroits différents. Voilà, je pense que pour un marin, c'est ça qui est bien. On va voir là, quand je dézoome, la progression du bateau. Voilà, petit coup de zoom en plus, voilà, là, on voit bien. Donc depuis la côte est du Groenland, voilà par exemple notre trajet retour. Donc on est sorti par les fjords, on est sorti par l'est parce qu'il y avait une dépression en dessous avec du vent fort, donc on ne voulait pas se mettre dedans. Si on était sorti par l'ouest, on aurait été dedans. Donc on est monté un peu au nord pour laisser passer la dépression là en dessous de nous. On est monté un peu au nord. Et après, on est resté un petit peu sur le 60e en gros là, pendant un petit moment parce qu'il y avait encore une dépression qui passait dessous. Et puis quand on est arrivé par là, on a vu un trou entre deux dépressions pour se glisser. On avait du vent d'est. Donc pouf, on est descendu. Donc on voit bien qu'on ne fait pas la route directe, mais c'est normal hein, en bateau. Et là, on a récupéré le bon côté des dépressions. En gros, les dépressions, elles passent comme ça. Et là, on était dans le côté où on a des vents portants, des vents qui nous poussent. Donc à partir du moment où on a accroché ça, et puis qu'on avait des vents qui étaient assez soutenus, mais pas tempête, quoi. Ben après, ça a été du billard et on est descendu quasiment sur la route directe. Hein. C'est impressionnant même d'arriver à faire une route aussi directe que ça. On est descendu sur la route directe quasiment jusqu'à La Rochelle, quoi. Donc là, on a fait plus de 8 jours de route directe, quoi. Donc ça, c'est une bonne nave. Enfin, je veux dire,
c'est bien, ça nous a permis d'aller quand même vite. Des fois, si on se prend du vent fort dans la figure, bah, on traîne, on n'avance pas, on fait des zics et des zacs d'un côté à l'autre, et puis ça va pas vite, alors que là, on a quand même été vraiment vite, quoi. Alors dans Big Hole, Big Seas, il y avait aussi un aspect environnemental important qu'on appelle l'écologie verticale. Il faut savoir qu'avant de partir, j'avais rencontré des botanistes qui m'avaient demandé d'inventorier un peu la flore que l'on pouvait rencontrer dans les grandes parois. C'est quelque chose d'important à l'heure actuelle parce qu'en fait on se rend compte que dans ces grandes parois, eh bien en fait c'est plus un désert finalement de connaissances qu'un désert d'espèces. C'est-à-dire qu'on ne connaît rien de ce qu'il y a dedans, quoi. Et on est très très en retard dans le domaine de la connaissance de ce qui se passe dans ces faces et comment les plantes vivent. Et ces plantes, il faut savoir que ce sont aussi de formidables marqueurs pour tous les problèmes environnementaux qui surgissent à l'heure actuelle, notamment bah voilà, ces problématiques de réchauffement climatique dont on entend parler très très régulièrement dans les actualités, quoi. Donc il a fallu recueillir des échantillons d'une plante particulière qui s'appelle la Ceylon Acole, qui est un petit coussinet avec des fleurs roses, très mignonne, très jolie. Et curieusement, à notre grande surprise, on a trouvé de cette plante, mais perchée dans des endroits incroyables, dans des surplombs, là où on pensait qu'il y aurait absolument aucune trace de vie, quoi. Donc je pense que ça va énormément intéresser les botanistes de recevoir ces échantillons, de faire des analyses génétiques dessus, de voir un peu le matériel qu'elles ont en elles, parce que c'est souvent aussi ce qu'on appelle des hotspots, c'est-à-dire qu'elles permettent de voir une évolution plus rapide qu'ailleurs, puisque en paroi, bah, les cycles de vie sont extrêmement courts, il faut que la floraison se fasse vite, faut que, etc., etc. Donc je pense que là, il y aura aussi un réel intérêt, et je pense que les botanistes vont être ravis de tout ce qui a été recueilli dans ces phases, ces photos qui ont été faites, ces prélèvements que je vais ramener à un laboratoire au CNRS de Grenoble. Alors là, sur ce voyage au Groenland, il y avait un peu une espèce de cerise sur le gâteau qui était une participation au travail scientifique et donc aux questions environnementales en particulier, puisque nous, les marins, on était chargés de faire des prélèvements de plancton. Le plancton, c'est super important parce que c'est juste la base de la vie dans les mers, c'est la nourriture le début de toute la chaîne alimentaire. Donc, or, ce plancton, il est en train de changer à cause du réchauffement climatique. Il est en train de bouger et même la composition du plancton change. Les différentes espèces changent. Les scientifiques, ils n'ont pas les moyens d'être partout tout le temps. Et donc nous, quand on est là-bas, bah, on avait tout un kit de travail pour faire ça bien, de manière à pouvoir leur envoyer des prélèvements qui leur permettent d'étudier un certain nombre de choses. Donc nous, on travaille en liaison avec le CNRS de Roscoff. Et puis Dodd, il avait aussi une mission sur les toutes petites plantes qui poussent dans les faces très exposées, quoi. Et c'est bien, je trouve que, bon, c'est un peu ce qu'on appelle la science participative, mais bah, quand on peut le faire, c'est hyper important, quoi. Bon, moi en plus je suis vraiment très sensible sur ces questions d'environnement. Puis quand on est au Groenland, moi je me souviens le glacier Sermelik qu'on est allé voir, par rapport au niveau du glacier sur les cartes qui ont 40-50 ans, on a navigué 10 km à l'intérieur. Donc on voit bien que c'est... Et là, cette année où normalement, au mois de juillet, il y a beaucoup de glace, c'est difficile d'accès à la côte, etc. Là, on a quand même eu très peu de glace. Il y avait des icebergs, bien sûr, mais pas du tout dans ce qu'on pouvait trouver il y a 10-15 ans. Donc le Grand Nord change très vite. Et ben voilà, à la fois, c'est important de s'en rendre compte, c'est important de le dire, parce que c'est notre planète qui change, donc c'est notre vie qui change. Et puis si on peut contribuer à faire comprendre, parce qu'on a besoin de comprendre pour pouvoir trouver peut-être des solutions, bah c'est bien. Alors le mot de la fin, c'est que c'est le plus mauvais moment de l'expédition. C'est le ménage. Le ménage. Alors on commence par récurer madame, parce qu'au bout de 15 jours sans douche. Lui, sans fenêtre. Et puis après, on a fait madame, après on fait monsieur, et après il y a la jeune fille Ada, voilà, qu'il faut de nouveau briquer, quoi. Ouais, non mais parce que le bateau, bah, il va repartir, pas tout de suite, mais dans quelques mois, vers d'autres aventures, hein. Donc il faut qu'il soit nickel pour partir. Il y a quelques petites réparations parce que les gars, ils ont tout cassé à bord, hein. C'est des brutasses, mais alors on peut pas imaginer. Mais bon, ça fait rien. On veut bien les emmener quand même encore, hein. Ah ouais, hein. Bye bye. Ciao.